pour cette dernière journée, pour cette dernière soirée, on vous propose de bifurquer un peu. On va faire escale à Londres tous ensemble pour une rencontre avec 3 auteurs qui sont anglais et qui parlent de Londres dans leur roman. Est-ce que la capitale du Royaume-Uni est un cadre ou un personnage, peut-être même central, de leur roman? On va en parler ensemble. On va leur demander quel est leur regard sur Londres, quel est leur regard d'écrivain, mais aussi peut-être de citoyen. Alors je le précise dès maintenant, je passerai sans doute le micro à la fin de la rencontre, donc préparez des questions si vous en avez, que vous ayez lu les livres ou pas, s'il y a des éléments dans la discussion qui vous ont intéressé, qui vous ont peut-être interpellé, n'hésitez pas à préparer dans un coin de votre tête l'idée que voilà, je vous donnerai le micro à la fin de la rencontre pour que vous puissiez participer aussi. Alors j'ai à mes côtés plusieurs auteurs, Cécile Pin par exemple. Bonjour Cécile. Bonjour. Je vais montrer votre livre. Vous publiez Les âmes errantes aux éditions Stock, un roman qui vient de remporter un prix. Alors c'est Les âmes errantes, c'est cette couverture-là. Il se trouve qu'elle avait, elle avait un bandeau pendant quelques temps, pendant sa sortie, c'était celui-ci, qui représente une barque, on va peut-être en parler, mais il va être remplacé ce bandeau. Il y a un nouveau bandeau qui vient d'arriver, puisque vous avez remporté le prix des lycéens Vincennes 2024, donc on aura peut-être l'occasion d'en parler. Félicitations pour l'obtention de ce prix. Merci. Les âmes errantes est votre premier roman. Il raconte l'histoire d'une famille qui veut quitter le Vietnam pour rejoindre les États-Unis. Hélas, la traversée ne va pas se dérouler exactement comme prévu, elle va tourner au cauchemar même, puisque la quasi-totalité de la famille meurt dans la traversée. 3 membres de cette famille survivent, Anne, 16 ans, et ses 2 petits frères, Tan et Min. Alors, ils ne sont pas envoyés aux États-Unis comme c'était peut-être prévu, mais à Londres. C'est leur récit et leur évolution que vous dressez dans ce roman, sachant que la narratrice de cette histoire ne se dévoile qu'au dernier moment. On n'en parlera peut-être pas pour garder le spoiler intact, mais il y a une narratrice importante et qui se dévoile peu à peu. On va évidemment en parler. Le roman a été publié chez Stock, donc, et traduit par Karine Chichereau, puisque vous écrivez en anglais, mais ce soir vous n'avez pas d'interprète, vous allez parler, je crois, en français. Vous parlez aussi français? Oui. Bonjour à vous en tout cas. À vos côtés, Tom Crew. Bonjour Tom. Vous êtes un auteur anglais. La vie nouvelle est votre premier roman également. Il s'agit d'une fiction, mais très largement inspirée d'un groupe d'intellectuels anglais qui étudièrent ce que l'on appelait alors à l'époque, au XIXe siècle, l'inversion sexuelle. On parlerait aujourd'hui d'homosexualité. Nous sommes dans l'Angleterre victorienne de la fin du XIXe siècle et les rapports sexuels entre gens du même sexe sont punis par la loi, assez sévèrement même. Dans votre roman, on suit un certain John Addington, un bourgeois londonien qui cache assez peu son attirance pour les hommes, même s'il est marié et qu'il a des enfants. John va collaborer avec Henry Ellis, un médecin et critique littéraire, pour élaborer ensemble un ouvrage autour de l'inversion sexuelle depuis la Grèce antique jusqu'à leurs jours. Alors on est très peu de temps avant et pendant le retentissant procès d'Oscar Wilde, qui est un personnage important du livre, même s'il n'est pas central. Le roman s'intitule La vie nouvelle, donc. Il est publié chez Christian Bourgois. Il a été traduit par Étienne Gomez, mais aujourd'hui, c'est Arnaud Prêtre qui sera votre interprète. On va rester à Londres avec vous, Hicham Matar. Bonjour Hicham. Vous publiez Mes amis aux éditions Gallimard. Alors dans Mes amis, vous montrez le parcours de Khaled, un jeune Libyen passionné par la littérature qui part étudier en Écosse, à Édimbourg, dans le cadre d'un programme d'échange, mais il va au final rester en Angleterre et plus précisément à Londres. On croise dans votre roman des lieux, des personnages aussi, les amis de Khaled. Le livre s'intitule Mes amis. Le livre est traduit par David Fauquemberg, mais c'est Abigail McComish qui se chargera d'interpréter vos échanges. Bonjour à vous également. Alors j'ai une première question, peut-être pour tous les 3. On va évidemment parler de vos livres, mais j'aimerais tout d'abord savoir quel est votre rapport à la ville de Londres. Vous y vivez tous, je crois. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce rapport que vous avez à la ville? Hicham Matar, peut-être pour commencer, vous remerciez à la toute fin du roman la ville de Londres. Vous dites que c'est inhabituel de remercier une ville, mais vous le faites. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation à Londres? Hello, good afternoon. Thank you so much, and thank you for being here and for hosting us so wonderfully. And again, I would love to thank all the volunteers that the festival relies on, including the wonderful interpreters. So, I probably will regret this, but I'll tell you my first ever
memory of London, and it was when I was 10 years old and my parents took us there, and they were meeting some friends and all having a wonderful time together, and we went walking in Soho, and these three men were dancing, and one of them was completely naked, and his penis, I remember as a boy, his penis swinging about as he's jumping up and down. And I thought, imagine being able to do that in the middle of a city. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici, merci pour l'invitation, pour l'accueil, et merci à tous les bénévoles, y compris les interprètes. Alors je vais probablement regretter ce que je vais vous dire. Mais mon tout premier souvenir de Londres, c'est quand j'avais environ 10 ans. Mes parents nous avaient emmenés à Londres. Donc on était avec des amis de la famille, ils passaient du très bon temps. On se promenait dans Soho à Londres. Et il y avait 3 hommes qui dansaient, dont un qui était totalement nu. Et son pénis se balançait aux mesures qu'il sautait dans tous les sens. Et je me disais, imagine qu'on peut faire ça dans une ville. And so, of course, it's not the case that you can do whatever you want in London, but it did strike me as as being one place at least where you could experiment. So the city as a place of freedom that is gained partly by anonymity is something that I was very attracted to. Bien sûr, on ne peut pas faire non plus tout ce qu'on veut à Londres, mais c'est néanmoins un endroit où on peut expérimenter, on a une certaine liberté, et ce, grâce à l'anonymat. Et c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. On reviendra sur certains éléments. Cécile, vous avez, je crois, vécu aussi en France, à Paris. Qu'est-ce qui vous a intéressé, peut-être plus particulièrement à Londres ? Ouais, moi, j'ai grandi à Paris et aussi un peu en Amérique quand j'étais jeune. J'ai décidé à 18 ans, après le lycée, de déménager à Londres pour étudier la philosophie. Ce qui m'attirait beaucoup de cette ville, c'était déjà le côté anglo-saxon qui me manquait un peu. Ayant habité à New York, je recherchais un peu ce côté américain. Je ne vous mens pas qu'aussi à l'époque, j'étais une grande fan d'Harry Potter, de Doctor Who et tout, donc j'étais attirée par tout cela aussi. Je voulais aussi améliorer mon anglais, donc étudier là-bas. Et comme Hicham l'a dit aussi, ce côté d'anonymat aussi, c'est une très grande ville, Londres, très internationale aussi. Et je pense à 18 ans aussi, je voulais un peu me réinventer en quelque sorte et prendre cet élan de liberté et me retrouver dans une ville un peu que je ne connaissais pas. Et puis maintenant, ça fait 10 ans que je suis là-bas du coup. Et je me suis fait, mes meilleurs amis sont là-bas, mon copain est là-bas, donc c'est vraiment devenu un peu ma maison. Donc je me sens londonienne, je ne me sens pas anglaise, je me sens très française, mais londonienne en même temps. Tom, on reviendra sur certains éléments aussi. Tom, votre rapport, vous, à la ville de Londres ? I was actually the naked man in Hisham's story. It's really nice to see you again. Bon, alors l'homme nu, c'était moi, donc c'est un plaisir de vous revoir. I think, like lots of people, when I'm from the northeast of England, and I only went to London for the first time when I was 15 years old, and then encountered it through friends at university and going to visit people at their parents' houses and that sort of thing. And I think, like a lot of people, I was just really overwhelmed by its scale, its magnitude, and its complex rules. I really just did not understand the tube at all. Never mind the buses.
Donc je pense que mon expérience est assez banale. En fait, je viens du nord-est de l'Angleterre et j'ai découvert Londres pour la première fois quand j'avais 15 ans. Et puis ensuite, à l'époque de mes études universitaires, j'ai rendu visite à des amis à Londres, dont les parents habitaient Londres, etc. Et je me souviens de ce sentiment d'être quelque part submergé par la ville, d'être intimidé par l'ampleur de cette grande ville, par ces règles complexes. Et d'ailleurs, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre comment fonctionne le métro ou le réseau de bus à Londres. And I just think, like a really good book, I suppose, once you find its rhythms, once you accustom yourself to its characters, you can learn to love it and lose yourself in it. And it has such a rich history. So you are constantly, like Paris, you are constantly walking through the past, which if you have a kind of temperament like mine is very appealing. I live on the same street as where Engels lived for 20 years. So I walk past his old house every day. Yeats lived around the corner. It's a nice experience. Je dirais que Londres, pour moi, c'est un peu comme un très bon livre. Il faut s'y habituer et ensuite, on aime beaucoup. Il faut s'habituer au rythme, il faut s'habituer aux personnages. Et une fois que c'est le cas, on apprend à les aimer et puis ensuite, on peut même s'y perdre. Londres, c'est également une riche histoire, comme Paris. Et donc, où que l'on aille, quand on marche, on est sur les traces du passé. Ce qui, bien entendu, pour moi, a beaucoup de charme. Je vis d'ailleurs dans la même rue que Engels. Engels a vécu 20 ans dans ma rue. Yeats habitait au coin de la rue. Voilà. Je crois que dans votre roman, le personnage vit aussi, Hicham, dans des lieux qui sont très littéraires. Il a une passion, votre personnage de Raled, pour la littérature. Il vit dans un endroit où a vécu Stevenson, je crois. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de à quel point les lieux sont aussi pour vous chargés d'une histoire peut-être littéraire ? Well, the title of the novel, My Friends, extends, of course, to the friends of the protagonist, Khalid, with whom he's improvising a life in this new city that they didn't really choose to be in. Their exile is imposed for political reasons, and so they're suddenly finding themselves in this place and trying to navigate it and do what I think a lot of immigrants must do, which is translate themselves into the place and translate the place back into themselves. There's of course the language, but there's also the other language, the language of manners and what is not said. And I'll give you a very, very simple example. It's not in my book, but it's in my life. I remember when I first arrived as a schoolboy in England. A good Arabic education teaches you that if you're offered something, you must decline. You have to be offered it 3 times before you accept. So if I say to you, would you like a cup of tea? You say no. And no, come on, you must have a cup of tea. You say no. And then, no, come on, I insist, you have to have a cup of tea. Say, okay, then at the... Well, what it meant is that for a very long time in England, they never got any tea. It's not. Until today, and I am 53, and I've been living in England since I was 15, pretty much. I still, when somebody says, would you like a cup of tea, I have to will myself to say yes the first time. Because good manners in Britain is that you mustn't insist. You ask once. If somebody says no, you let them be. You don't haunt them. So my characters are navigating this other language, And one of the ways that they think about the place is through the books and through the writers that have meant so much to them. So my friends in the title also extends to those books, really.
Le titre de mon roman se réfère bien entendu aux amis de mes protagonistes. C'est donc Khaled et ses amis qui s'improvisent cette nouvelle vie dans une ville qu'ils n'ont pas véritablement choisie, puisqu'ils sont exilés de force pour des motivations politiques, et soudainement donc ils se retrouvent dans cette ville. Et comme de nombreux immigrés dans cette situation, ils essayent en fait de se traduire dans cette ville et également de traduire la ville pour eux-mêmes. Et donc il y a le langage d'une part, mais également l'autre langage, le langage un peu de malaise, de non-dit. Je vais vous donner un exemple, alors ce n'est pas dans mon livre, mais cela vient de mon expérience personnelle. Quand je suis arrivée en Angleterre, j'étais un petit garçon, et une bonne éducation arabe, c'est de refuser quand on propose quelque chose. Il faut refuser 3 fois avant d'accepter. Donc si on propose une tasse de thé, on dit non. Si on dit ah, allez si, on dit non, 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 ça va. Et quand on insiste une 3e fois, on dit bon d'accord, je vais boire un thé. Cela veut dire que pendant très longtemps en Angleterre, je n'ai jamais bu de thé. Et aujourd'hui, j'ai 53 ans et je vis en Angleterre depuis que j'ai 15 ans, plus ou moins. Et je dois encore aujourd'hui me forcer intérieurement à dire oui la première fois pour avoir un thé. Puisque en Angleterre, c'est l'inverse. C'est très impoli d'insister autant. Donc on laisse tranquille les gens quand ils disent non une première fois, on n'insiste pas. Et les personnages donc, dans mon livre gèrent ce tout nouveau langage. Et encore une fois, les personnages donc, sont amis entre eux, mais également avec les livres et les écrivains qui les passionnent. And I'll just add something very short. And they come to believe that the city is theirs or can be theirs through these writers, in the sense that the city itself is imagined. Et ils en arrivent à penser que la ville peut leur appartenir via notamment ces écrivains. On reviendra aussi peut-être sur certains éléments. Cécile, dans votre roman, donc la famille veut partir aux États-Unis. C'est presque par un concours de circonstances tragiques qu'elle se retrouve finalement à Londres. C'est un cas qui est arrivé à beaucoup de familles d'exilés qui partent du Vietnam pour aller aux États-Unis et qui en fait se retrouvent en Angleterre. Je crois que l'Angleterre est aujourd'hui le premier pays de destination des familles des immigrés vietnamiens. Oui, alors à l'époque, pendant que je recherchais le livre, j'ai appris que beaucoup de réfugiés vietnamiens voulaient aller aux États-Unis. C'était le pays où il y avait la plus grande communauté vietnamienne. L'Angleterre avait une beaucoup plus petite communauté. Le pays n'a pas accepté autant de réfugiés que les États-Unis ou même la France. C'est très dur d'avoir des nombres exacts, mais on pense que la France et les États-Unis ont tous les deux accepté à peu près plus de 100 000 réfugiés. Au Royaume-Uni, c'est plus dans les 20-25 000. Donc la diaspora vietnamienne, même de nos jours, n'est pas très visible. J'ai l'impression qu'en France, les gens, la plupart des gens connaissent l'histoire un peu des boat people, connaissent des gens qui ont vécu cette histoire, mais beaucoup moins au Royaume-Uni. Et alors, c'est vrai que, et aussi, j'ai appris en faisant mes recherches que c'était vraiment un système de loterie un peu, et les réfugiés dans les camps n'avaient pas vraiment le choix du pays où ils allaient être emmenés. Et donc, oui, dans la famille, Anne Sanemin espère aller aux États-Unis, mais se retrouve comme ça dans l'Angleterre des années Thatcher, toute seule et tout seul. Et c'était le cas pour eux, pour beaucoup de réfugiés, et c'était intéressant aussi de voir un peu dans mes recherches des documents historiques, voir ce que Thatcher disait en public. Il y a une lettre dans le livre qu'elle a écrite à un petit enfant vietnamien, par exemple, en disant que ne t'inquiète pas, nous allons recevoir beaucoup des gens de ton pays. Et après, en 2009, a été fait public des notes d'une réunion qu'elle a eue avec un de ses ministres en disant, en fait, j'ai pas envie en fait, pourquoi on les met pas tous dans une île près de l'Australie, et voilà, comme ça sera fait. Et donc voilà, apprendre le côté historique et aussi ce qui ressort 30 ans après, et donc on comprend maintenant pourquoi la diaspora aussi est plus petite au Royaume-Uni. On parlait de littérature et de lieux qui sont liés à la littérature, peut-être dans le livre notamment de Hicham. Vous, c'est la musique qui est très importante pour les personnages. C'est le premier contact avec l'Angleterre. C'est les groupes musicaux, alors pas forcément les Beatles, mais en tout cas des groupes musicaux qu'ils ont entendus. C'est le premier contact qu'ils ont avec la culture anglaise de manière générale. Oui,
je pense même de nos jours, on associe l'Angleterre avec beaucoup de groupes, les Beatles, les Stones, Deep Purple, etc. Et surtout dans les années 80. Les années 80, quand on pense à l'Angleterre, c'est Princesse Diana, c'est un peu le côté punk. Et c'est oui, il y a la musique et aussi la nourriture, des choses assez voilà, qui utilisent nos cinq sens. C'est une manière pour eux, quand ils ne parlent pas la langue, forcément, de connecter avec le pays, voilà, du coup, il y a surtout Tan, le plus jeune frère, qui a 10 ans, il écoute vraiment David Bowie, John Lennon et tout ça, parce que c'est une façon pour lui de se sentir qu'il fait partie de ce pays, de sa culture. Donc c'est vrai que la musique joue un rôle assez important dans le livre pour les personnages, mais aussi pour les lecteurs aussi. J'ai essayé d'utiliser voilà, des chansons ou chanteurs pour positionner le livre dans les années 80. Alors Tom, avec vous, on est un peu plus loin dans le temps, on n'est plus dans les années 80, mais on est à la fin du 19e siècle. Alors j'ai beau avoir beaucoup lu, pleuré parfois sur les récits de la condamnation d'Oscar Wilde, je ne connaissais pas les personnes que vous citez dans votre roman et les cercles de think tank, entre guillemets, ces cercles de pensée qui existaient à Londres à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce Londres de la fin du 19e siècle? Est-ce une période voilà, qui vous intéressait en particulier et un lieu qui vous intéressait dans le temps? Well, in the 1890s, London was the biggest city in the world. It was, I mean, I once reviewed an art exhibition where several of the Impressionists had come over from Paris during the Franco-Prussian War, and Monet and Pissarro and all they do is complain about London, both being very dark because of the fog. I think Pissarro says, you know, there's just this terrible country. It's awful here. I've got all the lights on in the house, and it's 11 a.m. So there was a sense that London was behind, actually, in terms of culture. Often quite conservative in its artistic tastes, music. But the 1890s was a time where there was a lot of new energy and excitement, both political with the rise of socialism, feminism, this early gay rights movement, but also Ibsen had arrived finally on the London stage. The novels, the yellowback novels of France and Zola, and was, you know, sweeping in, inspiring writers like Oscar Wilde. And you have very French-influenced writers like Walter Pater, who are thinking about experience in new ways. What is life worth living for? Walter Pater says it's you know, it's worth living for moments of pleasure. It's not about trying to impose moral structures on life. It's about living for the sake of life. So there's a lot going on there where, in different ways, people are thinking, what's worth living life for? What's the meaning of life? What should we be trying to get out of it? And understanding also the ways in which people's enjoyment and pleasure in life was being limited by their gender or their sexuality or their social position. Sorry. Alors, les années 1890, c'est l'époque où Londres est la plus grande ville au monde. C'est la plus grande métropole au monde. Et c'est une ville donc, qui attire des artistes étrangers. Et je me souviens par exemple d'avoir rédigé un article sur une exposition qui a eu lieu, donc une exposition d'impressionnistes, et où les impressionnistes français sont là. C'est la guerre franco-prussienne sur le continent, et donc on trouve à Londres Monet, Pissarro, etc. Que font-ils? Ils se plaignent. Ils disent que Londres est une ville sombre, que le fog envahit tout, qu'on n'y voit rien. Pissarro trouve que c'est vraiment un pays absolument arriéré et qu'il n'est pas normal qu'à 11h du matin, ils doivent allumer toutes les lampes chez soi. Donc il y avait ce sentiment, en tous les cas chez certains artistes du continent, que Londres était un peu retardé ou
n'était pas vraiment à l'avant-garde des goûts artistiques. Et en même temps, en 1890, Londres, c'est une ville où on voit une nouvelle énergie intellectuelle. C'est un contexte d'effervescence socialiste, féministe, de militantisme gay. Et donc c'est aussi le moment où finalement Ibsen arrive sur les scènes anglaises. C'est aussi le moment où on commence à lire Zola dans des livres qui sont publiés avec un dos jaune. Zola qui d'ailleurs a eu une influence sur Oscar Wilde. Et on trouve également des intellectuels comme Walter Pater qui est fortement influencé par la culture française et dont une question est qu'est-ce qui mérite de vivre? C'est quoi bien vivre? Et donc cela l'amène à considérer que bien vivre, c'est peut-être aussi reconnaître qu'il y a des moments de plaisir, que peut-être il ne faut pas renoncer à ces moments de plaisir en se laissant imposer des structures morales rigides, que la vie pour la vie, c'est peut-être pas mal non plus. Donc toute une interrogation, une effervescence intellectuelle autour de la valeur de la vie, de sa signification, de la manière dont on peut profiter de la vie, et une réflexion également sur les limites, sur les empêchements à cela, les empêchements qui sont liés donc au genre, à l'orientation sexuelle ou au statut social. C'est un portrait ambivalent que vous faites de Londres, vous en avez un peu parlé là, mais on peut, alors c'est une question peut-être un peu facile sur Londres, terre de contraste un peu, ville de contraste, mais est-ce qu'il faut louer Londres pour avoir favorisé cette école de pensée peut-être d'intellectuels très en avant, très avant-gardistes, qui ont pensé la sexualité, l'homosexualité de façon très sérieuse, avec peut-être plus de grandeur d'esprit qu'ailleurs? Est-ce qu'il faut aussi peut-être maudire Londres d'avoir condamné Oscar Wilde? I think my novel really, to me, is really concerned ultimately with what it means to live ahead of your time, and the fact that you could feel very modern and you can be pushing the boundaries of your society, but you are ultimately of your time. You cannot, in fact, leave your time behind, and that is a very simple tragedy, but I think it is a tragedy. So I'm interested in squeezing maximum drama out of something which sounds quite simple, but actually is quite complex. I think that struggle, that tension. Dans mon roman, je me concentre en fait sur des personnages qui sont des pionniers, qui sont bien en avance sur leur temps. Et donc, ce sont des personnages qui portent une certaine modernité, qui veulent repousser les frontières de leur temps et qui, en même temps, se retrouvent complètement de leur époque. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Et cela, en fait, crée une sorte de situation tragique, de tension tragique. C'est ce que j'essaye d'explorer dans mon livre, et à partir d'une prémisse qui semble assez simple, cette tension entre les possibles et la réalité, j'essaye de déployer toute une complexité. Just to come to the figure of Oscar Wilde, I think that's the central issue in the book is Oscar Wilde is sent to prison, so is this the best time to make our argument that homosexuality should be legal and this man should not be in prison, or is it the worst possible time? So it's exactly that crux point where the society is under the microscope, and we have to work out whether it will give in one direction or another, or not give. Et pour reprendre effectivement le procès d'Oscar Wilde, donc qui joue un rôle important dans mon roman. Donc Oscar Wilde est condamné, il est envoyé en prison, et la question que se posent les protagonistes, c'est est-ce que c'est le meilleur moment possible pour décriminaliser l'homosexualité, ou est-ce qu'au contraire c'est le pire moment possible? Et donc cela va cristalliser une tension, et on se demande si ça va céder d'un côté ou de l'autre, ou ne pas céder. Il y a une question qui revient dans vos romans et que j'aimerais vous poser peut-être. À quel moment est-ce qu'une ville devient la sienne? Alors je vais lire un passage, Hicham Mata, de votre livre. Vous m'avez conseillé, et ça rentre tout à fait dans cette question-là. Et après je vous poserai la question aussi, Cécile. Je reste sur place, à l'intérieur de ce manteau et de cette minute, et le temps s'enroule autour de moi. L'ère de notre amitié est tout entière contenue dans cet instant.
Londres, la ville que j'ai essayé de faire mienne ces 3 dernières décennies, pense par certitude. Elle adore les classifications. Ici, la ligne séparant la chaussée du trottoir, un individu d'un autre, prétend être aussi clairement définie qu'un fait scientifique. Même les ombres ont leur place à louer, et Londres est une ville d'ombre, une ville faite pour les ombres, pour les gens comme moi, qui peuvent y passer toute une vie et pourtant demeurer aussi invisibles que des fantômes. Je vois ses lumières et sa pierre, ses poings fermés et ses pelouses vagabondes, ses bouches affamées et ses hectares de secrets indicibles, un muscle qui se resserre autour de moi. C'est pris dans son étreinte que j'observe mon vieil ami, tandis que la distance grandit entre nous. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans ce passage, mais juste un mot sur le fait de à quel moment est-ce que la ville est la vôtre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment, de cette réalisation peut-être, que la ville est la vôtre ou peut-être pas du tout? In a sense, it's connected to what Tom and Cecile were saying, in the sense that the city does become, or can become, a place for experimentation. I'm always struck, for example, when you've been out of town and you come in. You're on a train and it enters Paris, or you're on a bus and you go into London. And suddenly it seems that the reason these cities exist, beside every other reason why they exist, is as an attempt to organize human passion. Right? I mean, if we agree for a moment that that to live a life is partly to find out what a life might look like, the city is a very complex work in progress towards that end, right? So the way the streets look, the way people, I'm always struck by how people move differently in this, otherwise very similar kinds of people. When you're in Paris, you are really in Paris. There's no doubting it, and it's not just because the buildings look different. There's a certain tempo, the way people walk, the way they regard one another. And London very much has its own variation on that. So as an organism, it seems to be thinking all the time about how might you live. And I think it can inspire in some of its citizens that kind of pursuit. In my book, my characters are trying to think about how to make a life in all the ways that young people do. But in their case, they're existing in translation all the time. So it provokes in them a very intense response to the self that is also involved in translation. How might you be, given that you are unobserved here, given that your people aren't around you, given that you can do anything? What might you do? Is one of the things that hovers around the book. Comme l'ont souligné Tom et Cécile, les villes peuvent devenir des endroits où on peut expérimenter. Ce qui me frappe toujours, c'est quand on rentre dans une ville en bus ou en train, quand on entre dans Paris, dans Londres, on comprend en fait l'une des raisons de l'existence des villes. Donc il y a toutes les autres raisons bien sûr, mais c'est aussi la ville comme tentative d'organiser les passions humaines. Si on est tous d'accord pour dire que vivre une vie veut en fait dire comprendre à quoi une vie peut ressembler. Et une ville, c'est très complexe. Et quelque part, la ville peut accompagner cette quête vers ces réponses-là. Et ce qui me frappe aussi, c'est les différences entre les villes, les différentes rues, la façon dont les personnes se comportent. Quand on est à Paris, on sait très très bien qu'on est à Paris et pas seulement parce que l'architecture est différente, puisqu'il y a comme un autre tempo, d'autres types de relations entre les personnes, et cela va également de même pour Londres.
c'est en fait un organisme qui réfléchit à comment on peut vivre une vie et qui peut susciter ces mêmes interrogations chez ses résidents, chez les citoyens et les accompagner dans ces quêtes-là. Dans mon livre, les personnages se demandent comment construire leur nouvelle vie. Donc, comme tous les jeunes, ils se demandent que faire. Et la différence avec les jeunes dans mon roman, c'est que ces jeunes existent en version traduite. Et cela crée un petit peu une réaction chez ces personnes qui ne sont plus observées, par leur famille. Et comme ils se retrouvent dans une situation où ils peuvent en théorie tout faire, ils se demandent alors qu'est-ce qu'on va bien faire. Il y a un élément dans votre livre, Cécile, autour de ces questions-là et de l'appropriation de la ville et de la façon. Alors, le passage, c'est quand Anne, en fait, se rend compte qu'en fait, elle n'a jamais vraiment été dans les endroits de Londres importants. Elle n'a pas visité tous les endroits que vont voir les touristes, que vont voir les Londoniens. Elle pense qu'elle ne le mérite pas, en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce rapport, de cette génération peut-être, de gens qui sont arrivés en Angleterre, à Londres, dans une très belle ville, et qui en fait ne sont jamais sentis, alors peut-être pas bienvenus, mais en tout cas qui ont le sentiment qu'ils n'ont pas mérité ça. Alors pour le personnage de Anne, je pense qu'il y a un peu de Londres. Il y a le Londres des Londoniens, des Anglais, où voilà, ils peuvent se promener dans la ville et la ville leur appartient. Ils peuvent aller dans les musées, ils travaillent là-bas. Et pour Anne, c'est vrai qu'elle se sent coupable d'une partie parce que ses parents meurent pendant la traversée, et donc elle se retrouve à Londres orpheline avec ses deux jeunes frères. Et déjà, il y a ce sentiment de la culpabilité du survivant. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on dit en français, mais voilà, elle se dit comment je peux être heureuse d'être dans cette ville, profiter de cette ville, alors que mes parents ne peuvent pas le faire. Mes parents sont décédés avant leur arrivée ici avec nous. Et donc elle vit avec cela, et du coup elle se sent ce poids de ne pas pouvoir profiter de la ville comme les Londoniens le font. Et aussi elle ne se sent pas complètement acceptée dans cette ville. Elle sent qu'elle doit vraiment mériter un peu cette ville, et alors que les Londoniens sont nés voilà, la ville leur appartenant, et elle se sent toujours ce besoin de se prouver à la ville, en travaillant très dur, en étant voilà, vraiment une citoyenne modèle. Et elle se sent aussi comme si elle n'a pas le droit un peu d'accéder au musée, au monument, à la ville, de la même manière que les gens qui sont nés là-bas. Et je pense que c'est quelque chose que je vois aussi en habitant à Londres. Des quartiers, c'est une ville très étalée, où il y a presque personne n'habite dans le centre de Londres. Moi-même, j'habite dans le sud, et on voit des quartiers avec beaucoup de la communauté vietnamienne, par exemple, et beaucoup dans le nord et dans le sud, et on voit ces quartiers vraiment qui paraissent presque une autre ville, où il y a toute la communauté qui habite là-bas, et c'est comme si, je trouve qu'en France, c'est l'impression qu'il y a plus une homogénéité. Je ne sais pas si c'est correct, mais et donc voilà, je voulais un peu montrer dans le livre c'est de Londres et comment à la fin du livre qui se dans les années 2020, un peu le changement de la ville, un peu la culture vietnamienne qui est devenue beaucoup plus visible. Maintenant, à l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de restaurants vietnamiens, il y avait très peu de produits vietnamiens dans les supermarchés. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu plus cette acceptance de cette culture vietnamienne, et donc je voulais aussi montrer un peu le changement au fil des années qui a été positif. Je ne sais pas si vous aviez réfléchi à des questions, mais c'est le moment dans quelques minutes, je reviens vers vous pour que vous puissiez lever la main. Une question sur le Londres d'aujourd'hui aussi. Alors le roman se termine à peu près maintenant, il y a quelques années. Votre roman, Tom, est un peu plus loin dans le temps. Mais vous avez écrit, Tom, vous travaillez, je crois, à la London Review of Books. Vous avez écrit un papier sur l'héritage des touristes en Angleterre, avec le passage aujourd'hui au Labour.
Vous ne mâchez pas vos mots pour les Tories. Est-ce que l'État d'Angleterre a changé aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous parler du Londres d'aujourd'hui? Est-ce qu'il est très différent du Londres, alors peut-être effectivement de la fin du XIXe siècle, évidemment, mais quelle évolution vous voyez dans cette ville? Well, London was a great industrial city. It was the Thames. People used to say that you could walk across the Thames just by walking across the boats. That's how thickly they were crowded on the surface of the river. And the river was a working river. It was obviously the kind of world's biggest port, I think. It was the heart of the empire, the British Empire. So it was a city that was full of trade and industry and factories and obviously huge amounts of smoke. And perhaps the biggest change that a Londoner would notice if they were transported from 1894 to 2024 is how clean the air would be. Because if you had a fog, as my impressionist was saying earlier, it could really be dark by midday and people would be kind of fumbling around trying to find their way because that's how thick these fogs were. Alors le Londres des années 1890, c'est une énorme ville industrielle. Il faut s'imaginer la Tamise. En fait, il y avait tant de bateaux sur la Tamise qu'on disait qu'on pouvait traverser la Tamise à pied sec simplement en passant d'un bateau à l'autre. La surface de l'eau était complètement couverte de bateaux. La rivière le fleuve faisait partie également de toute cette industrie, de toute cette activité. Londres, c'était un grand port, sans doute le plus grand port au monde, c'était le cœur de l'Empire britannique. Et donc Londres, c'était une ville qui était consacrée au commerce, à l'industrie, il y avait des usines. Et qui dit usine, dit fumée. Donc je pense qu'un Londonien qui serait transporté par un coup de baguette magique de 1894 à 2024, sa plus grande surprise, ce serait de constater que l'air est propre et respirable. Je reviens au fog. En fait, le fog, c'est quelque chose qui était quand même si présent que vers midi, il pouvait faire sombre. Et que ça s'aggravait au point qu'on s'égarait dans le brouillard et dans la brume. On ne retrouvait littéralement pas son chemin. Donc je pense que la disparition du fog est probablement le plus grand changement à avoir affecté Londres. Hicham, quel changement vous voyez-vous depuis que vous vivez à Londres? Est-ce que la ville, forcément, toutes les villes changent? Est-ce que vous aimez toujours autant cette ville? I think London is become, I feel at least, has become more promiscuous about itself. You know, in the sense that it thinks of itself in different ways. When I first arrived, it seemed to have a clear idea of who it was, or at least its anxieties about what it was were sharper, whereas now, you know, it feels differently. But it's impossible for me to be certain about this because something happens when you live in a city, doesn't it? When you feel that you and the city are involved in some sense of correspondence. So I don't know if actually it's me that has become less anxious and more promiscuous about ideas about myself, or if the city has. But my life in it is constantly, I think, searching for wider spaces. I think one definition of home is a place where you could hide, where you could find your pleasures, but also where you could, if you're very fortunate, and this doesn't happen a lot, you could also investigate different possibilities of being, you know. And all of that has certainly been possible for me in London, not all the time. And let's be clear, it's a city I love, but I don't always like, you know. It's a bit like your family, you know. So, yeah, I'll say that, I think.
Je pense, c'est mon sentiment, que Londres est devenu peut-être un petit peu plus multiple, parce qu'il y a aujourd'hui de plus nombreuses facettes, disons. Et je pense que, comparé à avant, Londres a peut-être une idée plus claire sur son identité, ou en tout cas est peut-être plus à mieux identifier ses angoisses. Mais en fait, je ne suis peut-être pas si sûre que ce soit le cas, puisque quand on vit dans une ville, quand on est dans une ville, souvent on sent qu'il y a comme une correspondance entre la ville et soi-même. Et donc peut-être que c'est simplement moi qui ai une idée plus claire sur mon identité et mes angoisses, je ne sais pas. Moi, ma vie à Londres, c'est de chercher des endroits, des espaces plus vastes. Et je pense que la définition d'être chez soi, c'est d'être dans un endroit où l'on peut se cacher, où on peut se ressentir également des joies, des plaisirs. Et si l'on a de la chance, c'est aussi un endroit où on peut explorer diverses façons d'être, d'exister. Et je pense que en tout cas, pour moi, ça a été possible pour moi d'explorer de cette façon-là moi-même à Londres. Mais attention, c'est une ville que j'adore, mais que parfois, j'aime pas non plus tout à fait à 100%. Cécile, votre rapport à Londres aujourd'hui, je crois que votre livre, il est né du Covid aussi, et d'une certaine haine qu'il y avait, alors à Londres et peut-être partout dans certaines villes du monde, autour des communautés asiatiques. Ça a été vraiment un des moteurs pour écrire ce livre, et peut-être ça a changé votre rapport à Londres ou pas forcément? Oui, j'ai commencé à rechercher, à écrire le livre un peu avant le Covid. C'était aussi la période du Brexit, donc ces deux choses-là, une montée un peu de racisme anti-asiatique et aussi le Brexit, j'ai ressenti des sentiments assez négatif envers la ville, parce que je me demandais, est-ce que je suis là depuis presque 10 ans, est-ce que cette ville me veut autant que moi je veux rester ici? Donc c'est vrai que ça a un peu changé ma relation avec la ville, et aussi, comme Michel me l'a dit, moi aussi j'évolue, je ne vois pas les choses comme quand j'avais 18 ans. On a parlé d'anonymat tout à l'heure, je pense qu'en grandissant, ça me manque un peu le côté latin plus chaleureux de la France, je trouve, et de Paris. Et c'est vrai que j'ai ressenti cette froideur de la ville pendant cette période du Covid et du Brexit. Et je pense que donc c'était en effet la ville et le monde qui s'exprimaient comme cela, mais aussi moi, en grandissant, je voulais un peu plus de ce côté latin et plus chaleureux. Et donc, comme Michel me l'a dit, moi aussi, quelquefois, j'aime beaucoup Londres, mais quelquefois pas à 100%. Mais j'ai réussi, je pense, à construire ma propre communauté dans la ville aussi. J'habite dans Crystal Palace. J'ai construit ma vie là-bas. Et puis voilà, même quand je ressens quelquefois cette froideur, je retrouve toujours de la chaleur, je retrouve toujours des personnes. Et voilà, c'est aussi, je pense, construire sa propre communauté, construire sa propre ville dans une ville qui fait que je suis heureuse là-bas. J'avais promis de vous donner la parole aussi. On a un micro pour vous. Il suffit juste que... Alors voilà, je vois une personne ici et le micro arrive. Je crois que le micro arrive. Ou sinon vous parlez très fort. Ah, il arrive. Vous pouvez lever la main peut-être, juste pour que la personne puisse vous voir. Hello, bonjour. Je parle en français ou en anglais? En français. En français, d'accord. Donc, merci beaucoup à tous les trois. Je suis franco-britannique, je suis passionné par Londres et ce que vous en avez dit. J'ai vécu là-bas pendant 3 ans à la fin des années 80, début des années 90. Et il y a 2 choses dans lesquelles je me retrouve. C'est que j'adore cette ville. Je ne me suis jamais senti appartenir à cette ville. Je prends 2 exemples. L'un, je ne parle pas cockney, et donc il y a quelque chose qui me rend toujours étranger là-bas. Et c'est pas que le cockney, c'est aussi que la langue évolue vite. Je retourne là-bas chaque année,
et j'ai un anglais des années 80 et maintenant c'est un autre anglais qui se parle. L'autre chose, c'est que vous avez parlé des villes qui changent. Londres change plus que toute autre ville que je connaisse. Et à chaque fois que j'y vais, je m'y retrouve plus. Je fais le guide touristique à mes étudiants, à mes enfants. Et il y avait un jour le gherkin, donc le cornichon, qui était cette structure très phallique dans la City de Londres. Et maintenant, on ne la voit même plus. Où est-ce qu'elle est? Voilà, je suis perdu à chaque fois, alors que c'est une ville voilà, que j'étudie et que je connais par cœur. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir? Est-ce que vous vous perdez encore vous-même dans Londres? Hicham Matar, je vous en prie. I mean, one of the things that we didn't speak about is what you touch on, which is that London is doesn't particularly exist for Londoners, you know, or not only for Londoners. It's also a whore of a city, you know. It's and so it becomes sometimes when you're in it, you do feel guested by it, you know, and you feel resentful towards that. And the space for the stuff that I've been talking about, you know, improvisation and the creative life in it becomes, you know, the space becomes narrower because it gets much more expensive and it becomes really a place to park money, you know. It's not only that, but it's also that. Oui, vous avez identifié quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'en fait, Londres n'existe pas uniquement pour les Londoniens. Et on se sent parfois comme étant vraiment un invité dans cette ville. Et on peut en vouloir justement à Londres à cause de ce sentiment-là. Et cet espace que l'on peut créer, ce dont je parlais d'improvisation, de vie créative, etc., cet espace-là devient de plus en plus restreint puisque la ville est de plus en plus chère. Et aujourd'hui, c'est plus une ville où l'on investit de l'argent plus qu'autre chose. Je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière avant? Levez bien la main haut. Si vous avez... On n'a pas épuisé tout Londres en une heure. Il faudrait une journée. Ah, il y a une question ici. Après, pardon. Bonsoir. Londres est une ville cosmopolite. Il y a eu le Brexit dont on a un peu parlé. Est-ce que les changements qui sont amenés par le Brexit sur Londres sont-ils secondaires ou majeurs? Sont-ils durables ou éphémères, d'après vous? J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Je pense que depuis le Brexit, la ville est plus chère. Les produits aussi qu'on trouve dans les supermarchés sont moins bons, pour le côté comme ça. Et puis, bien sûr, pour moi, ça va, j'ai le visa normalement pour toujours. Après, j'espère que ça ne va pas changer. Mais, et je pense que ça a un peu donné un sentiment voilà, un petit peu xénophobe aussi dans le pays. En général, ça a un peu voilà, rendu plus acceptable cette idée de mettre l'Angleterre en avant et c'est des sentiments anti-européens. Après, bon, à Londres, la ville reste quand même très cosmopolite, donc je le ressens moins à Londres que je sais dans d'autres parties du pays. Mais voilà, j'espère qu'on a un nouveau gouvernement maintenant, le Labour Government, qui j'espère va un peu rétablir des liens plus proches avec le reste de l'Europe. Mais je crois qu'on ne sait pas encore exactement, ça reste toujours très récent finalement le Brexit et je ne sais même pas si le gouvernement sait exactement encore ce qu'il va faire. Tom, est-ce que vous avez un avis sur les effets du Brexit? Est-ce que c'est sur un long terme ou sur un court terme? Est-ce que ce sera les mêmes effets négatifs ou... This is a big question. I think lots of British people still feel European, and still, I think Britain was changed as a country by its belonging to the European Union, and I think those effects are long term and they're for good.
I think the food is better now, and will stay better, hopefully. And I think I think we are neighbours. We belong. Whatever we say when we refer to the continent, I think we are part of the continent, and this lovely audience here is proof of the continued engagement between our two countries, and I hope a mutual interest and admiration. And I feel optimistic. I think I'm an optimistic person, and I feel optimistic about Britain's relationship with Europe. We're not going anywhere, and neither are you, so you're stuck with us. Oui, l'après-Brexit, ça c'est une vaste question. Je pense que nombre de mes compatriotes, nombre de Britanniques se sentent en fait européens. Et le fait que le Royaume-Uni ait appartenu pendant plusieurs décennies à l'Union européenne a vraiment changé la donne et changé ce sentiment d'appartenance. J'espère que les effets en seront permanents. On peut dire en tous les cas que la gastronomie s'est clairement améliorée et j'espère que cela restera ainsi. Par ailleurs, nous sommes voisins. Et donc, même quand on parle du caractère insulaire et du continent, en fait, le continent, c'est nous aussi. Et votre présence ici montre à quel point on s'intéresse à ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Il y a une admiration mutuelle. Il est vrai que mon caractère optimiste me fait dire ces choses, mais je pense effectivement que la relation avec l'Europe, elle est là pour durer. Quelque part, on ne va nulle part. On est là les uns avec les autres. Une dernière ou une avant-dernière question, je vous en prie. Bonsoir. Je me demandais s'il existait à Londres aujourd'hui une scène littéraire, s'il y avait une communauté d'écrivains soudés, comme c'est le cas à Dublin, par exemple, ou dans certains coins de Brooklyn. I think so. There are parties. There are. Hisham and I have been in a taxi together. After the naked incident, I think people meet, people talk about books and have a gossip, but writers are ultimately people who like to spend a lot of time on their own, and I think I'm not sure writers like there to be a scene or want to be part of a scene. I think it's something that non-writers think about more. Everyone likes a party, but maybe it's as simple as that. If there's a nice party, writers will go to it, we'll get drunk. And I do think the striking thing is when you put writers in a room, they hardly ever talk about books, genuinely. So you just talk about other things, because that's what you want to talk about. So that's how I feel. That is probably a very superficial answer. Oui, alors effectivement, il y a des fêtes auxquelles on va, et puis Hicham et moi, on s'est déjà retrouvés dans un taxi. Je crois que c'était après ma danse nue dans la rue. Mais quand on se rencontre, on aime se retrouver, on parle de livres, on échange des potins, tout ça est vrai. Mais les écrivains sont quand même solitaires. Et donc, l'idée même d'un milieu littéraire ou de faire partie d'un milieu littéraire est quelque chose de pour le moins ambivalent. Peut-être est-ce là plutôt un fantasme pour ceux qui ne sont pas écrivains. Et en réalité, tout le monde aime aller à une fête, si c'est une fête qui est sympathique. Et puis on boit, comme tout le monde. En fait, quand vous êtes à une de ces fêtes, vous vous apercevez qu'on ne parle pas de livres. En fait, on parle de tout le reste. On se retrouve simplement pour échanger normalement. Et désolé si cette réponse est un peu superficielle. Il y a une toute dernière question, je vous en prie. Merci. Une question toute simple pour vous trois. Quel est votre endroit préféré à Londres et est-ce qu'il vous a inspiré pour écrire votre roman et en quoi il vous a inspiré? Voilà, faites-nous rêver. Cécile. Moi, ce que j'aime bien à Londres, c'est une ville très verte avec beaucoup de grands parcs. Moi, j'habite à Crystal Palace où il y a un grand parc que j'aime beaucoup. Donc je dirais ça. En général, j'aime beaucoup le sud de Londres aussi. C'est très vert avec des grands espaces où on peut pique-niquer. Je pense le premier jour où il fait beau à Londres, c'est génial parce que tout le monde se profite, sort de chez eux, vont pique-niquer et boire dans les parcs. Donc ça, c'est un moment assez spécial. Donc je pense
Oui, n'importe quel espace vert à Londres et vers chez moi, vers Crystal Palace en particulier. Hicham, un coin préféré à Londres? It's hard to say. It's several places. I mean, I was just suddenly, when you said that, I was thinking about it's no longer the main entrance. But when it was the main entrance to the National Gallery, there's a landing before you go into the gallery, and it's got this mosaic floor. And I always get very excited when I'm there, and the prospect of standing in front of those paintings. But actually, to be honest, my favorite place is my home. Yeah, that's what I'd say. Alors c'est difficile, mais il y a l'ancienne entrée de la National Gallery et en fait en haut des escaliers, il y a comme un petit patio et il y a plein de mosaïques par terre. Et j'aime beaucoup cet endroit parce que c'est l'idée en fait d'aller ensuite découvrir les peintures qui sont à l'intérieur. Donc j'aime beaucoup cet endroit. Mais pour être honnête, l'endroit que je préfère, c'est chez moi. Tom, votre endroit préféré, et est-ce qu'il vous inspire? I live quite near, well, I think Cecile has already said, but I do think possibly the very best thing about London is its parks. It has the most amazing, huge, beautiful parks, and you can't walk very far without coming across a new one, and I think that's a really great thing to have in a city, to have so much green. And for me, my favourite park is probably Regent's Park, which is close to me, but it's just huge, and it has wild parts. It has a really great artificial river, I suppose you would call it. People paddle round on paddle boats. It's just very bucolic, and it feels amazing to kind of leave the city and step into what almost feels like a rural space. Well, in fact, it was an incredibly artificial bit of urban planning. So I like that very much. And there's actually some beautiful descriptions of Regent's Park by the novelist Elizabeth Bowen, who also wrote beautifully about Paris in a book called A House in Paris, I think it's called. She wrote beautifully about Regent's Park in several of her novels. So she lived near the park. So I'm just ending by recommending Elizabeth Bowen to you, to anyone who hasn't read her. Go away, don't bother with us, read her. She's great. Oui, je me reconnais dans ce qu'a dit Cécile. Effectivement, les parcs à Londres, tous ces espaces verts, c'est absolument formidable. Ils sont magnifiques, ils sont grands, ils sont beaux. Et en fait, on ne marche jamais très longtemps à Londres sans tomber sur le prochain parc, le prochain espace vert. Pour ma part, j'habite près de Regent's Park, qui est également très étendu. Il y a des coins qui sont sauvages à Regent's Park. Et puis, il y a au milieu une rivière artificielle. Et tout cela donne une impression extrêmement bucolique. On a l'impression, en fait, que l'on sort de la ville pour entrer dans une sorte de bulle dans un monde rural. Ce qui, en fait, d'ailleurs, est un artifice complet, puisque tout cela résulte d'une décision d'urbanisme. Donc, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, j'aimerais, plutôt que de passer votre temps à nous écouter, vous inviter à lire Elizabeth Bowen, qui a très très bien décrit Regent's Park. Elle habitait près dans ce quartier de Londres, et donc ses descriptions sont très belles. Et par ailleurs, elle a écrit également un livre qui s'appelle Une maison à Paris, que je vous recommande vivement. Alors justement, c'est le moment de nous quitter, d'aller peut-être en librairie, justement. Donc merci beaucoup. Merci Tom Crew. La vie nouvelle, publiée aux éditions Christian Bourgois, traduit de l'anglais par Étienne Gomez. Merci Armand Prêtre d'avoir interprété nos échanges. Cécile Pin, Les âmes errantes, chez Stock, merci beaucoup. Hicham Matar, merci beaucoup. Mes amis, publié chez Gallimard. Merci Abigail McComish d'avoir interprété aussi nos échanges. Merci à toutes et à tous. Merci à l'équipe du festival, aux bénévoles. Et rendez-vous en librairie, du coup. Vous avez entendu les recommandations. Vous pourrez vous procurer les ouvrages. Merci beaucoup.